Pour avoir confiance, il faut que tu aies le droit à l'erreur. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des apprentissages. C'est une façon de penser qu'il faut exercer. Alors, si tu n'es pas habitué à réfléchir en innovation, à reprendre un peu toutes les choses, les remettre sur la table à dessin et n'avoir rien d'acquis, mais dire non, je remets tout sur la table pour repenser comment je fais les choses. Ça, c'est un mindset, c'est une façon de penser qu'il faut exercer. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Madame Chevalier, je vais t'appeler Isabelle parce qu'on se connaît, donc bienvenue dans ce balado Osons la suite. Ça nous ferait très plaisir de ex-PDG de Bioca+, on peut dire ça maintenant, hein? Ouais, oui, absolument. Ouais. Alors, c'est vendu, entreprise familiale que les gens connaissent bien, que les gens apprécient beaucoup, un fleuron québécois. Et moi, je t'en avais parlé, c'est très drôle parce que quand j'en ai parlé à Isabelle, quand j'ai commencé mon MBA en 1996, le premier cas que j'ai eu au HEC, c'était sur Bioca+, qui devait être dans les débuts, j'imagine. Les B.A.B.A. de l'entreprise, en effet. Puis je me rappelle parce que c'est moi qui avais travaillé avec HEC pour bâtir le cas. Et puis, c'était les tout débuts, puis on commençait l'industrie. Ouais. Donc, c'était aussi ce qui était très intéressant. Très drôle. Si tu devais, Isabelle, te présenter à une personne qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire au niveau de ton parcours scolaire, professionnel, jusqu'à la vente de Bioca+? Oui, alors quand je me présente, en fait, j'aime bien présenter la personne et pas tant le parcours. Bien qu'on ait un cumul de ça, mais avant tout, je pense que je suis une passionnée de la vie. Alors, j'adore apprendre et j'adore bâtir et ça avec les gens. Et je pense que c'est ce qui m'a suivi un peu partout dans mon évolution, dans mon parcours. Donc, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. J'ai fait des premières études au HEC, Université de Montréal en premier en sciences politiques, un petit peu d'économie. Par la suite, j'ai toujours voulu être un entrepreneur ou bâtir des projets. Et par la suite, j'ai été faire une maîtrise en gestion au HEC. Évidemment, Bioca est lancé à ce moment-là. Et donc, on a fondé en première caisse vendue en 96 au Rachel Berry, au coin Rachel et Berry dans le temps. Et c'était donc le début d'une industrie et on a bâti ça. Par la suite, j'ai été pour faire le lien avec l'école, là, j'essaie de naviguer ça ensemble. J'ai fait donc une maîtrise en gestion et j'ai été faire des cours en microbiologie, pasteurisation, une spécialisation avec Dr Luquet qui est l'auteur des bactéries dans nos produits à Pasteur et en France dans ses laboratoires histoire de bien maîtriser le sujet puis de pouvoir jaser avec plusieurs PhD dans le domaine. Puis après, avec 25 ans dans la business, là, on apprend beaucoup. Mais je pense que ce qui est important, c'est que oui, il y a l'apprentissage académique qu'on peut faire à l'école, mais il y a certainement l'apprentissage de la vie et l'expérience. Et ça, c'est très, très riche. Et c'est en fait le cumul des deux. Et je pense pour moi, au final, si tu veux que je me présente, c'est vraiment cette curiosité d'apprendre qui peut-être signe certainement qui je suis. Puis là encore récemment, on vient de vendre Bioca. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après la vente? Je dis, je vais me faire un cours. Alors, je viens de terminer une accréditation d'administratrice de société. Et puis, j'ai aussi terminé une autre séance avec London Business School sur Entrepreneur 3.0. J'imagine que tu vas siéger sur quelques conseils d'administration? Certainement. Je siège déjà depuis quelques années sur certains conseils. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses à apporter dans le monde des affaires on parle de diversité, de parité, de différentes choses comme ça qui sont hyper importantes. Donc, certainement, après avoir un bon bagage dans les opérations, je pense que c'est un côté qui va être intéressant de développer. Mais après ça aussi, je fais beaucoup d'investissements. Donc, je suis entrepreneur, mais je suis aussi investisseur. Donc, à travers ces investissements-là aussi, de construire des bons boards stratégiques qui ont cette portée internationale. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière ça, c'est de m'assurer que j'avais bien saisi l'ensemble. Et quelle compagnie tu choisis dans tes investissements? En tout cas, j'en connais une. Moi, je ne sais pas si on peut la révéler, mais j'ai vu des trucs passer sur Facebook. Donc, mais bon. Oui, c'est ça. Écoute, il y en a plusieurs. Alors, je ne veux pas non plus mais est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume en particulier? J'imagine que tu n'investis pas dans les aspirateurs?
Ça dépend ce qu'ils font. Mais je te dirais certainement pas dans le pétrole ni des choses. Alors, pour moi, les valeurs ont toujours été très, très proches de qui je suis. Elles sont importantes, elles guident mes choix dans la vie. Et donc, pour moi, j'ai 3 vecteurs, 4 plutôt vecteurs importants de sélection quand je décide d'investir ou de bâtir. Puis je vais les dire en anglais, je vais vous les retraduire après. C'est People, Planet, Purpose, Profit. Alors, les gens, évidemment, les gens avec qui on travaille, mais qui sont les gens qui vont bâtir l'entreprise, les entrepreneurs eux-mêmes, les gestionnaires, les équipes derrière, c'est hyper important. Planet, donc, quels sont le legs de ces produits-là, de cette entreprise, de ce service? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle contribue à la société? Pour moi, c'est très important de faire une différence. Purpose, où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi le but? Et profit, évidemment, je suis dans le monde des affaires pour faire de l'argent. Donc, et aussi, si ça fait de l'argent, les gens vont embarquer. C'est comme ça qu'on va vraiment changer les choses. Donc, ce sont les 4 choses qui motivent mes choix d'investissement. J'imagine que c'est les valeurs qui guident aussi tes choix de sélection de business, entre guillemets, au dragon. Absolument. Absolument. Ça, puis en fait, un peu tout ce qui se passe dans ma vie, ça va être souvent aligné sur ces vecteurs-là. Tu parlais de ta fibre entrepreneuriale, puis je trouve ça intéressant parce que, on voit beaucoup de gens qui ont envie de se lancer en entreprise, on voit des gens qui ont le courage de se lancer en entreprise, on voit des gens comme toi qui se lancent à de nombreuses reprises en entreprise, qui ont ce courage-là. Puis moi, je me demande souvent, cette fibre-là, tu l'expliques comment? Est-ce qu'elle est innée ou est-ce que ça se développe? Est-ce qu'elle vient d'où, cette fibre-là? Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Je pense qu'il y a une partie qui vraiment vient de ton intrinsèque, de ta personne, de ce qui t'anime. Pourquoi tu es un artiste versus un cartésien? Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même inné dans ça. Après ça, il y a toutes sortes de types d'entrepreneurs. On associe souvent l'entrepreneur à l'entrepreneur en affaires qui bâtit nos entreprises, mais la maman à la maison qui gère maison avec 4 enfants à l'école, c'est une forme d'entrepreneur aussi. Alors, je pense qu'aussi, il y a la compréhension de c'est quoi un entrepreneur. Et après ça, on gagne confiance, puis on en fait. On gagne confiance en nos moyens. Alors, je pense que c'est important aussi des fois de commencer à la hauteur de ce qui nous paraît accessible, un petit pas, et on grandit dans ça. J'ai eu la chance d'essayer, de faire des erreurs, de me relever, de continuer, puis de jamais prendre non. Et c'est ce qui fait que la confiance a grandi. Et de plus en plus, les projets passionnants, je les embrasse et puis je saute dedans. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est évolutif aussi dans ça. Donc, il y a de l'inné, puis il y a un chemin qui est là et qu'on a réussi à emprunter ou qui nous a guidés, par exemple, à travers l'école ou un certain système. Je pense qu'il y a une question de gêne, effectivement, parce que moi, je connais plusieurs femmes qui ont travaillé avec leur père, puis c'est des pères, dont toi. On pense à Julie Roy de Ménager Roy, qui a une grosse compagnie d'entretien ménager. Je ne sais pas si tu la connais, Isabelle. Oui, très bien. En fait, c'est une bonne amie. Bon, tu connais Julie. Il y a Julie Godin, qui est parent d'élève chez nous, qui travaille avec son père chez CGI. Il y a toi, en tout cas, il y a d'autres personnes. C'est un défi, hein. Ça a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment, là. Mais je pense que c'est un défi de travailler avec sa famille, que ce soit avec ses enfants, ses parents, ça reste compliqué. Puis, tu sais, ça revient dans tout ça. Puis, je pense qu'il y a peut-être une différence qui est quand même importante entre moi puis les femmes dont on parle. Bioca, on l'a créé ensemble. Donc, quand on a parti Bioca, il y avait mes parents, ma mère qui est linguiste de formation, mais qui a donné main forte à l'organisation pour la lancer. Il y avait mon jeune frère. Il y avait aussi Dr Luquet, mais c'est à peu près ça. Puis après ça, 1 ou 2 personnes. Mais on l'a parti comme ça. D'accord. Et par la suite, on a bâti les équipes. Donc, je pense que c'est différent versus de rentrer dans une entreprise qui a des jeunes cultures organisationnelles, qui a déjà 150 personnes ou 1000 ou 2000 avec une historique et d'essayer de se tailler sa place comme l'enfant d'eux. Fait que je pense que ça, c'est quand même une différence importante dans le cheminement au niveau de la culture. Nonobstant, ça demeure que ça travaille donc en famille. On s'ostine en famille, on trouve des solutions en famille, on s'aime fort, puis des fois, on a envie de s'égorger. Mais c'est aussi la beauté de la famille. Il n'y a pas juste en famille que c'est comme ça, je te rassure, c'est comme ça un peu partout. Là. Mais tout à fait. Oui. Puis je pense que ce qui est important dans tout ça, en fait, il y a 2 choses hyper importantes, c'est l'empathie, comprendre l'autre, l'humain, et la communication. Alors, c'est vraiment les 2 choses qui font que ça fonctionne ou pas. Et puis après ça, l'ego différent, des fois générationnel, des fois, ça peut chacun son parcours dans tout ça.
Mais j'apprends aussi, ça prend une dose de maturité là, à travers cette On développe évolution. cette maturité-là, je pense. Hein. On la développe, c'est clair. Juste avant, je vais revenir sur tes valeurs. J'aurais eu l'impression qu'il y a la valeur locale. Peut-être à partir avec Georges Karam, le consommer local. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Tu l'as pas mentionné. Je trouve que c'est important. Ouais. En fait, ça rentre dans l'environnement. OK. Quand je te parle de planète, parce que quand on parle de l'empreinte environnementale, évidemment, moins on voyage des produits, des matières premières, plus on achète local, plus en fait, c'est un vote pour l'environnement qu'on fait. C'est ça qui m'anime beaucoup. Et en plus, on relance notre économie, surtout dans le contexte actuel. Et pour moi aussi, le local, je suis une fervente, évidemment, de l'entrepreneuriat. J'adore l'innovation, tout ce qui les jeunes poussent, qui commencent. Et ça, évidemment, on en a une panoplie extraordinaire au Québec. Et cet entrepreneuriat-là local a besoin d'être soutenu, surtout dans un contexte de globalisation. Alors, quand tu mets ces deux choses-là ensemble, l'entrepreneuriat et l'environnement, le local devient vraiment quelque chose d'intéressant. C'est bien ce que je pensais. Je voulais que tu le précises pour nos auditeurs. J'étais allé dans un bar. Mais c'est pas de local pour local seulement. Non. J'étais allé dans un bar une fois, puis tu voyais le prix. Tu avais le prix des bières, puis à côté, la distance. D'où elle venait. Donc ça, tu achetais une 15 km, là, tu achetais une 200 km, là, tu achetais une 5000 km. Et je trouvais ça intéressant juste pour montrer aux gens l'impact. C'est comme des fois quand tu vas t'acheter une saloperie dans les magasins qu'on connaît, puis tu vois 850 calories, tu fais « ish ». Et je trouve ça intéressant de dire « ok, je vais faire un effort. Celle-ci, elle vient de 25 km au lieu d'aller chercher de consommer une bière belge. » Mais tu vois, c'est des petits exemples. C'est d'en prendre conscience comme ça. Puis d'ailleurs, on voit de plus en plus... en entrepreneuriat, par exemple, au HEC, on va demander aux jeunes, aux étudiants de toujours considérer les différents aspects de l'impact social dans leur projet. Ça devient de plus en plus important. Puis en entrepreneuriat, on entend ce discours-là de considérer l'impact social, de mesurer. Donc, cette conscience-là, elle est grandissante. Est-ce que ça a toujours été important pour toi ou ça s'est développé avec les années? Puis, quel changement est-ce que tu remarques dans le milieu en lien avec l'importance de l'impact social? Alors oui, ça a toujours été présent. Je suis vraiment une amoureuse de la nature. Alors, depuis toute jeune, j'ai passé beaucoup de temps, que ce soit pendant un mois de temps, tous les étés dans le nord du parc Algonquin ou à différents endroits au Québec ou ailleurs. Mais j'aime beaucoup la nature et donc j'ai un grand respect pour l'environnement. Et cette pensée, j'ai eu la chance de voyager aussi beaucoup, alors je me considère comme une enfant du monde. Donc, cette pensée de think global, act local, pense international, mais agis localement, ça m'a suivi dans toute mon évolution. Alors ça, je te dirais que c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. Et aussi, en étant avec Bioca, on a lancé nos produits au départ à travers l'industrie des aliments naturels. Ouais. Donc, évidemment, encore une industrie qui est très connectée sur ça. Mais à l'époque, ce que j'ai vu le plus grand changement, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé, l'industrie des aliments naturels était perçue comme marginale. Alors déjà, nous, on était complètement marginal parce qu'on vendait des bactéries vivantes, 50 milliards en grande concentration à une époque où les bactéries, c'était nécessairement pathogène. Je te demandais d'en manger des vivantes, c'est comme non. mais alors ça, c'était notre produit, mais dans une industrie qui elle-même était un peu perçue comme des vendeurs de poudre de perlimpinpin. C'est ça. Et pas trop réglementé ici et ça. Donc, ce qui a beaucoup changé, c'est que cette industrie-là s'est réglementée et elle est très vivante et elle a démontré toutes ses assises scientifiques malgré, mais c'est pas malgré, je dis grâce, mais ce côté naturel. Et elle est passée de marginale à de masse. Alors aujourd'hui, c'est les produits biologiques, organiques et tout ça, cette conscience alimentaire, juste la prise de conscience aussi de l'intestin, de sa flore et tout ça, elle est rendue vraiment commune. Et on retrouve tous ces produits-là à l'épicerie, des grandes surfaces, et ce n'est plus marginal. Donc ça, c'est quand même une grande évolution au niveau de cette prise de conscience-là. En tout cas, moi, depuis les 25 dernières années, on a vraiment vu une belle évolution dans l'achat du consommateur. Mais il reste encore une marche. C'est quoi le sentiment quand tu signes l'acte de vente d'une compagnie que tu as fondée, que tu as créée en famille pendant 25 ans à peu près? C'est comme... Je parle pas de ce que c'était, le sentiment, tu fais « OK, c'est done ». Écoute, tu sais, puis quand on vend la business, il y a plusieurs raisons qui rentrent dans cette prise de décision-là. Pour nous, à Bioca, alors nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on était numéro 1 au Canada
en part de marché et en vente. Donc, c'est pas rien. La seule marque indépendante, donc devant les Procter, les Clorox, les Pfizer, plein de compagnies, autant dans le pharma que dans l'alimentaire. En tout cas, ils sont un peu impliqués. Oui, c'est une petite... Pfizer, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu, je pense. Ils ont quelques produits. Et alors, dans notre industrie, évidemment, puis on a des produits qu'on vendus en épicerie, au niveau du commerce, en pharmacie, mais on a aussi une division qui est en recherche. Mm-hmm. Donc, dans ces deux pôles-là. Et on était aussi très présents aux États-Unis. Donc, pour nous, la prochaine phase de développement était au niveau international. Ouais. Évidemment, petite compagnie, si on veut, quand on se compare à nos compétiteurs ou à ceux qui étaient dans le marché avec nous, beaucoup d'investissements encore en tant que famille propriétaire. Les risques, parce que là, c'était le temps de réinvestir énormément pour pouvoir passer à cette prochaine marche-là mondiale. On cherchait des partenaires aussi pour nous aider dans ce déploiement-là. Donc, risque de la famille, quand même fait une bonne route ensemble. Ce qui s'en vient, la mondialisation, les joueurs contre lesquels on s'adresse, ont fait que le timing était le bon temps. Et dans le passé, on avait reçu plein d'offres. Là, on en a reçu cette fois-ci. On dit, tu sais quoi? Et on a fait un appel d'offres. On a mis différentes compagnies en compétition et on a très, très bien vendu. Alors, pour nous, en fait, pour plusieurs raisons, autant au niveau de la famille, mes parents, avec l'âge qu'ils ont, oui, on aurait pu continuer la prochaine génération, mais quand tu regardes où est-ce qu'on en est, en fait, ça a été vraiment le bien de l'entreprise, son potentiel mondial, l'idée de léguer quelque chose. Aujourd'hui, Bioca va être une marque mondiale, plein de gens qui vont pouvoir à travers le monde profiter des produits. C'était notre mission première. Et alors, c'est comme permettre à son enfant ou un oiseau qui quitte le nid. Tu sais, il y a un petit côté, t'es triste de le voir partir de la maison, mais en même temps, t'es hyper fier de le voir s'envoler. Ouais. Alors, il y a un petit peu un deuil. Oui, c'est clair. Et surtout, je te dirais, écoute, on a annoncé aux employés qu'on vendait l'entreprise et on a dû le faire à travers un Zoom. À taille. C'était la chose la plus difficile, là. Écoute, ça a tout pris pour que je me contienne parce que là, je voyais les cœurs puis les pleurs passer sur les écrans et j'aurais voulu les prendre dans mes bras. On a bâti la business ensemble, on se connaît depuis 20 ans. J'aurais pas appelé le champagne, tu sais. Et fait que je te dirais que dans tout ça, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile de se retourner à la maison puis tu voyages plus, tu sais, je serais partie faire le tour du monde. Me prendre un 3 mois off, là, m'aérer les esprits un peu. Genre Bali, genre à Bali. Genre à Bali. J'aurais bien aimé. Ce n'est que partie remise, par contre. Attends qu'on puisse voyager. C'est clair. Absolument. Écoute, moi, je voulais savoir, dans un marché hyper réglementé... Mais dans tout ça, excuse-moi, juste avant que tu poses ta prochaine question, dans tout ça, je suis très fière des équipes, de la compagnie qu'on a bâtie et ce qu'on laisse en place parce qu'en fait, ceux qu'ils ont achetés la gardent intacte et même ils vont réaugmenter en fait les investissements à Laval, notre usine, pour faire plus d'emplois et produire davantage. Alors, je suis vraiment très fière du chemin parcouru et puis de la façon dont on a fait ça. Dans un domaine hyper réglementé, comment on fait pour innover? Alors, très bonne question. Hyper réglementé, tout à fait. Et puis en plus, alors nous, on est dans l'alimentaire et dans les suppléments avec des recherches cliniques. Donc, un paquet de réglementation au Canada, aux États-Unis, avec EFSA aussi en Europe. Alors, bref, beaucoup de réglementation dans tout ça, autant au niveau de la production que de la vente. Ouais. Bref. Alors, l'innovation, elle est pour moi, avec un grand I et avec un petit I. Alors, le grand I, c'est vraiment ces grandes découvertes qui change vraiment l'application de la santé. Par exemple, quand on a découvert et démontré à quel point le Bioca inhibe le Clostridium difficile, cette bactérie vraiment dévastatrice dans les hôpitaux, et qu'on l'inhibe à 95%. Innovation, grand I. On vient vraiment changer les choses. Et ça, on en fait des recherches. Puis ces recherches-là, des fois, tu peux faire des recherches pendant des années, tu trouves rien. Puis là, paf, tu tombes sur quelque chose. La microbiologie, il y a beaucoup de ça aussi. Donc, il y a ces recherches-là qui font avancer la science de façon significative. Et puis, on a des innovations avec des petits I, qu'on appelle, qui sont une amélioration sur une chaîne de montage, une façon de procéder qui est un peu différente. On ressasse un peu les façons de faire et ça nous sauve du temps, ça améliore les qualités de vie de nos employés ou des gens qui travaillent autour. Ouais. Voilà.
Donc, pour moi, je les vois de deux façons. Donc, c'est grande innovation et petit. Et maintenant, comment j'intègre ça dans la business? Alors, évidemment, il y a un côté qui est structurant. Alors, des systèmes, on fait vraiment des think tanks, on a des projets de recherche, ce genre de choses-là, mais aussi à travers la culture organisationnelle. Alors, si tu n'es pas habitué à réfléchir en innovation, à reprendre un peu toutes les choses, les remettre sur la table à dessin et n'avoir rien d'acquis, mais dire non, je remets tout sur la table pour repenser comment je fais les choses. Ça, c'est un mindset, c'est une façon de penser qu'il faut exercer. Alors, si on ne le fait pas régulièrement, les équipes sont pas habituées à le faire et c'est facile de prendre pour acquis parce que c'est le chemin qu'on connaît. Alors, il faut que ça devienne facile d'innover. Alors, nous, pour ça, dans la culture organisationnelle, on mettait différents départements ensemble. On les faisait travailler de façon ludique sur différents projets ou certains irritants qu'on pouvait dire dans l'organisation, mais qui étaient plus dans le déplacement ou dans les espaces de travail, juste pour amener cette facilité à réfléchir. Et on le fait après ça pour des projets qui étaient aussi d'innovation, donc de nouveaux produits ou de changement d'emballage ou de déploiement de marché. Bref, c'est comme ça en tout cas, que nous autres, on est arrivés à intégrer cette culture d'innovation à travers l'organisation à tous les niveaux. Alors moi, chez nous, il n'y avait pas j'ai un double PhD et puis je travaille quelque part dans l'usine. Chacun est vraiment important et on était très surpris. On le savait, mais on l'a vu en action. Quand on met différents paliers de l'organisation dans différents départements ensemble pour la créativité, on a une richesse des résultats. Puis c'est vrai qu'il faut le provoquer parce que sinon, tout le monde est pris dans les opérations quotidiennes, puis ça se passe pas. Donc, faut on créer a tous notre job, hein? Oui, absolument. Tu sais, BioK+, c'était quand même un produit très avant-gardiste, tu le disais, assez niché, exclusif. Bref, il fallait y croire à cette idée-là. Maintenant, quand des idées te sont présentées, soit au Dragon ou à titre d'investisseur, oui. Comment est-ce que tu reconnais, bon, tu nous as parlé de tes 4 piliers là, pour évaluer une idée, mais comment tu fais pour juger si l'idée, elle est bonne, si l'idée a du potentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Est-ce que les poils te dressent un peu cliché, là? Mais comment est-ce que tu reconnais une bonne idée? Oui, bien, tout à fait. En fait, donc, il y a évidemment une certaine évaluation par rapport à les gens qui te présentent. Donc, pour que ton idée soit intéressante, c'est évidemment son tout. Ça prend les gens derrière pour une idée, c'est de la voir, mais après, il faut la réaliser. Fait que c'est les gens. Tu peux avoir plusieurs données qui vont te parler du marché, qui vont te parler des ventes potentielles, au niveau technologique. Est-ce que vraiment c'est une innovation, une avancée? Est-ce qu'on répond à un besoin? Est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau? Donc, toutes ces choses-là, puis évidemment en lien avec les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais au-delà de tout ça, puis ça, souvent, quand on me les présente, on fait toute l'analyse. Mais à la fin de l'analyse, une fois que tu as digéré l'information, c'est vraiment gut feeling. Oui. Fait que moi, c'est sûr que ça, c'est ce qui va trancher au final. Une fois que j'ai eu l'information, on a regardé le data. Est-ce que ça va devenir rentable un jour? Jusqu'où? Quelle est la portée? Est-ce que c'est quelque chose de mondial ou est-ce que ça sera vraiment juste local? À quel point c'est niché ou pas? Enfin, il y a plusieurs paramètres, mais à la fin de la journée, il y a un gut feeling. Et ça, je pense que c'est important de s'écouter dans ça. Je l'ai toujours suivi. Cette petite voix-là, l'intuition. Ça me tente. L'intuition, absolument. Cette intuition, moi, j'appelle ça un gut feeling parce que souvent, c'est quelque chose qui est un ressenti. Et il est là. Et souvent qui est souvent basé sur la personne, hein, plus que des chiffres, parce que des chiffres, on sait bien qu'on peut faire souvent ce qu'on fait avec des chiffres, mais quand le PDG ou l'entrepreneur vient te voir, c'est là que tu vas sentir la passion, ou tu sens l'énergie. Puis c'est un cumul de tout ça. Il y a la personne, il y a les chiffres, il y a ce que tu vois devant toi comme marché, puis après, il y a ton pif. C'est ça, là, avec tout ce que j'ai vu, là, c'est vraiment une bonne idée. On va-tu vraiment faire de l'argent avec ça? Ça va-tu vraiment grandir? On y voit-tu un potentiel? Ça va-tu vraiment faire une différence? Est-ce que ça va faire du bien aux gens? Est-ce que ça respecte l'environnement? Est-ce que tu mentionnes tout à l'heure? Puis au sortir de ça, tu dis, tu sais quoi? C'est un gamble, mais ça vaut la peine. Et c'est ça, la décision finale. Et je pense qu'elle nous revient en tant que leader, gestionnaire, PDG, investisseur, entrepreneur. Et puis ça, je le dis souvent aussi aux entrepreneurs parce que je fais du coaching, du mentorat, ce genre de choses-là. Malgré
tous les conseils qu'on peut avoir, au final, c'est à soi de prendre la décision. Puis ce parallèle-là entre la maternité et l'entrepreneur, pour moi, il est fréquent. Je suis maman de 3 enfants et même si j'ai plein de conseils d'amis, de ma mère, ma belle-mère, ma grand-mère, il y a plein de monde autour, là, des tantes, des bonnes amies, il y a plein de gens dans l'entourage. Tout le monde a son opinion, tout le monde a son conseil. Mais au final, c'est moi qui prends la décision pour mes enfants, moi, mon mari. Mais elle est là, la décision. Et c'est un peu la même chose quand on est avec sa business. Évidemment, si on a des investisseurs avec nous, nos partenaires, c'est avec eux aussi qu'il faut prendre ces décisions-là. Mais c'est là la décision. Et alors, on a regardé toutes les choses. Je pense que c'est très important d'aller chercher du conseil, de se faire donner des opinions, de lire les chiffres, comme mettons de la science, les recherches, où est-ce qu'on en est, tout ça, le data dans le marché. Mais au final, c'est une décision de gut feeling, de cœur, d'intuition. C'est là. Et c'est là l'humain. C'est la force de l'humain. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Et comment tu vis avec l'échec ou l'erreur ou... Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des apprentissages. Franchement. Tu en as vécu certains qui t'ont marqué dans les quelques années chez tout le temps. Ouais. Mais qui t'ont marqué en particulier, là, tu te dis, fouache. Et là, je vends, je me casse, terminé, là, je suis tanné, là. Il y a des fois, on passe par des moments comme ça, là, pour X raisons, là. C'est ça, exactement. Puis, alors, pour moi, il y a des erreurs de décision. Tu disais, oh boy, OK, celle-là, on l'a vraiment loupé. On a manqué un lancement, flop total, produit passé date, il faut le racheter, on est à perte, il faut sortir le produit du marché. La recette, finalement, quand elle évolue dans le temps, dans nos tests, ça marchait, mais là, quand on a fait notre scale, c'est n'importe quoi. Tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça que c'est des erreurs, ça te coûte cher. Voire des fois, ce produit-là, même on l'a peut-être tué, on ne sait pas s'il va être capable de revenir sur le marché. Ou alors certaines embauches qui ont eu des effets parce qu'on a attendu trop avant de les congédier avec une mauvaise attitude. Ça a créé des mauvaises circonstances. T'apprends de ça. Malheureusement, après ça, il faut que tu rebâtisses ta culture dans une section de l'organisation. Fait que tu apprends dans cette évolution de l'entreprise et tout ça. Alors, c'est pas des échecs, même si ça peut être perçu comme des échecs. Et puis, c'est dommageable pour l'entreprise d'avoir pris ces décisions-là ou de ne pas avoir pris ces décisions-là. Mais tu apprends là-dedans. Maintenant, après ça, il y a l'épuisement. Puis quand tu dis, il y a des moments où je me dis, oh my God, je suis plus capable, je suis à bout. Mais ces moments-là étaient plus parce que j'étais épuisée. Puis en tant que maman de jeunes enfants qui bâtit une start-up, j'ai pas su prendre soin de moi. Je l'ai appris, ça aussi. C'était un échec, peut-être, mais non, pas pour moi. Ça a été une courbe d'apprentissage qui fait qu'aujourd'hui, me passer en premier, c'est hyper important. On me reprendra plus à pas faire attention à moi, à manquer mon sport, à pas faire ma méditation. Quand je me sens fatiguée, il y a une lumière rouge qui apparaît, puis c'est OK, même s'il y a plein d'affaires, moi j'ai besoin de 48 heures off. Je m'en vais. Je m'en vais au spa, je m'en vais me perdre en nature. Mais ça, c'est des apprentissages. J'ai l'impression que puis moi, regarde, on va faire un parallèle avec ce qu'on connaît un petit peu là, qui s'appelle la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de cette chose qui dure. On a entendu parler, ça c'est comme on a l'impression que les gens ont pris conscience, je pense, l'importance de prendre soin de soi. Puis moi, je le dis à mes collègues là. Puis là, on embauche beaucoup de personnel. C'est souvent, moi, je dis, comment tu te ressources? C'est quoi ta solution? Je m'écrase devant la télé. C'est comme, il faut prendre soin de soi. C'est comme l'histoire quand tu es dans l'avion, là, s'il y a un problème, le masque tombe, là, avant de le mettre à côté, mets-le-toi. C'est toi avant les autres. Ben voilà, puis moi, c'est l'image qui me marque. Avant toi, pour les autres, parce que c'était plus là, malheureusement, là, on parle d'enfants, là, mais... et puis là, je fais encore la même analogie avec la famille. Si la maman ou le papa tombe, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Qui va faire l'épicerie? Donc, c'est un peu la même chose quand tu es en entreprise. Évidemment, tu as des équipes qui sont là, mais c'est important de prendre soin de soi pour l'aider à tous les niveaux, au meilleur de nous-mêmes. Puis au bout de ligne, pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est pour être le meilleur de soi-même. Donc, comment tu entrevois les prochaines années? Là, bon, tu n'es plus vraiment en direction d'entreprise. Est-ce que tu penses que la pandémie va laisser, on parle beaucoup du négatif, mais est-ce que tu as l'impression que la pandémie va quand même laisser des choses importantes, bonnes? Oui. Absolument. Moi, je pense qu'on vit une transformation importante. Puis, je suis plus aux opérations comme j'ai pu l'être comme PDG. Par contre, je suis investisseur.
entrepreneur dans d'autres entreprises, sans nécessairement dans les opérations, mais certainement au niveau stratégique de construction de l'entreprise et tout ça. Donc, encore très impliqué dans le monde des affaires, certainement, et puis sur des conseils aussi. Donc, vraiment à même de prendre le pouls de ce qui se passe. Je te dirais que cette prise de conscience-là, pendant ces derniers mois-là, en fait, a accéléré quelque chose qui était latent. Ouais. Donc, ça faisait des années qu'on parlait de télétravail. Certaines entreprises l'avaient emboîté. Nous, évidemment, on était totalement structurés pour ça. Quand on a décidé qu'il fallait que les gens aillent travailler de chez eux, ben, tout le monde avait son laptop, puis c'est parti. Puis les gens qui pouvaient, évidemment, la production, c'est différent pour produire à un endroit. On ne peut pas produire de chez soi, mais tous les emplois qui étaient possibles de le faire l'ont fait sans problème. Mais juste cette notion-là de dire comment est-ce que je structure ma vie en tant qu'employé pour maximiser ma conciliation famille-travail. Évidemment, j'ai toujours été très concernée par la chose. Alors, chez nous, dans l'entreprise, je l'avais implanté dès le départ parce que c'était juste pas viable. Alors, tu sais, on dit lead by example, alors certainement. Mais alors ça en est un côté, mais aussi de parler de la santé mentale. On n'en parlait pas, c'était tabou avant et maintenant, ce ne l'est plus. On parlait de santé physique. Longtemps, la santé intestinale était très tabou. Aujourd'hui, on en parle comme c'est quelque chose qui est important. C'est un des plus gros organes du corps. Mais alors là, maintenant, la santé mentale, et quand on parle après ça, la santé globale. Donc, c'est vraiment là, je pense, qui sont les grands changements et comment est-ce que les gens veulent adapter leur qualité de vie à ça. Il y a définitivement, et cette prise de conscience-là vient aussi avec la crise climatique qui suit bien derrière, là, dans le fond, on entend moins parler dans le moment à cause de la pandémie, mais dès que la pandémie va se calmer, c'est celle-là qui va prendre le pavé. Et donc, comment ces choix de vie-là, avec cette prise de conscience-là, vont s'imbriquer dans la crise climatique pour faire une différence. Alors, je pense que c'est là, en fait, les grands avantages ou les grands gagnants. S'il y a des gagnants, parce que c'est épouvantable, je pense pas que, mais s'il y a des choses positives, dans le fond, qui sortent de cette pandémie-là, je pense que c'est vraiment ce côté-là qui va ressortir. Effectivement, je pense que ça a été une accélération. Je pense en parlant d'éducation, là, on pensait qu'on était incapable de faire des cours à distance, on l'a fait. Au niveau de la médecine, la télémédecine, on a fait un bond de 5, 6, 7 ans. Puis ça a permis puis souvent, c'est au pied du mur que tu trouves des solutions. Hein. Quand tu n'as pas le choix, tu te débrouilles. À un moment donné, si on te lâche dans la forêt, là, tu vas apprendre à bricoler puis te débrouiller par toi-même. Là. Donc, quelque part... C'est comme ça que... les femmes sont rentrées dans le marché du travail. Absolument. Les hommes étaient partis à la guerre et elles sont sorties des maisons pour rentrer dans les usines et puis après, elles sont jamais retournées. Alors, c'est un peu la même chose. Encore. Une fois maintenant. C'est vrai qu'il en manque encore. Il en manque encore, tu as bien raison. On vient de faire un petit saut dans le futur. Si on retournait un peu dans le passé, on a envie de savoir quel genre d'élève tu étais. Primaire, secondaire et puis la suite. Alors, je pense que je suis très fidèle à moi-même. Puis j'ai encore beaucoup d'amis là, de maternelle, première année, tu sais, des filles que je connais depuis que j'ai 4-5 ans. Là. J'ai grandi dans une école de sœurs avec un uniforme, juste des filles, petite école. Oui. Alors, toute une dynamique. Puis j'ai fait 11 ans à cette école-là avec la majorité des mêmes filles. Pendant 11 ans. Ça tisse des liens quand même. Oui. C'est tissé serré, tu sais, c'est vraiment... puis on peut ne pas se voir pendant des années, tu sais, chacune, des fois, il y en a qui ont déménagé dans d'autres pays, se sont mariés, les enfants, tout ça, les jobs, mais on se revoit, puis c'est comme si c'était hier. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Et donc, toujours cette même personne-là, j'ai un côté, évidemment, les amis, pour moi, ma gang d'amis, ça a toujours été très, très important. J'ai toujours eu envie de m'amuser et j'aime m'amuser. Alors, j'étais certainement de celles qui, des fois, faisaient des mauvais coups. J'étais pas le petit ange dans la classe, mais toujours avec le sourire et puis un peu comme un rayon de soleil, mais tendante sur les bords. Alors, c'était ça. Et toujours très curieuse. Donc, cette curiosité-là, peu importe les domaines, alors que ce soit dans les arts, la littérature, les projets à bâtir, la géopolitique, enfin, j'étais très curieuse de nature. Alors, toujours prête à embarquer dans un nouveau projet. Si on te parle d'école, bon, en plus, tu as 3 enfants, 3 écoles différentes, donc tu as pu voir un petit peu. Comment tu situes l'école actuellement? En tout cas, tu connais mon baratin, hein, tu connais ma vision par rapport à ça, mais la tienne, comment tu la qualifies? Alors, pour moi,
Ouais. Alors, 3 enfants, 3 écoles différentes. Et pour moi, les enfants, surtout au secondaire, font partie de la prise de décision du choix de l'école. C'est eux qui vont le vivre, ce secondaire-là, pas moi. Et donc, puis tantôt, on parlait un peu de personnalité, d'instinct, de désir et aussi d'apprentissage. Je suis qui pour imposer ce qui va être vraiment bon pour eux? C'est sûr qu'il y a des paramètres. Là, mon commentaire est gros, donc je vais le refermer un petit peu parce qu'il y a des paramètres. Je veux certainement leur transmettre certaines valeurs et tout ça. Mais il y a un choix qui est tout à fait correct. On a la chance d'être ici au Québec et d'avoir quand même de bonnes écoles. Donc, que les enfants soient partis de cette décision-là, pour moi, c'est très important. De leur faire voir différentes écoles, différents systèmes, qu'on puisse en jaser. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Puis qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Et de cet échange-là, pour moi, est très, très riche et qu'ils puissent se visualiser dans un choix ou dans l'autre. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée avec 3 enfants dans 3 écoles parce que j'ai fait ce cheminement-là avec chacun d'eux. Maintenant, évidemment, il y a des considérations géographiques dans mes choix et les valeurs, comme je le disais, et avec un éventail d'offres. Donc, c'est à l'intérieur de ça. Donc, il n'y a rien de parfait dans la vie. Il y a des choses qu'on aime plus dans une, d'autres moins. Même chose d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est ce ballon-là pour qu'il y ait, dans le fond, plus d'avantages qui fonctionnent avec l'enfant. Et c'est comme ça, dans le fond, parce que mon objectif, c'est d'en faire des êtres confiants, curieux, qui ont envie de bâtir et de se développer. Et c'est quand je les vois éclore dans un environnement que je me dis, là, j'ai fait le bon choix pour eux. Ou on a fait le bon choix pour eux. Alors, c'est cette curiosité-là pour moi et la confiance en soi, parce que la vérité, pour moi, l'apprentissage, c'est pas juste sur les bancs d'école, il y a l'expérience de la vie. Et je crois vraiment au lifelong learning. Toute notre vie, on est des étudiants et on apprend. Mais où est-ce qu'on apprend à apprendre? C'est là. Donc, c'est pas, oui, c'est important ce qu'on apprend, mais c'est d'apprendre à apprendre. C'est d'enseigner cette curiosité, le goût de la lecture, le goût de la découverte et tout ça. Donc, aujourd'hui, l'école, comment est-ce qu'elle va donner ce goût-là dans une transformation complète? Parce que la société change et évidemment, on en a parlé des grandes transformations qui ont été accélérées par la pandémie. Donc, ce qu'on va avoir besoin demain, c'est surtout des humains. C'est ce côté humain parce que le côté technique, vraiment, l'intelligence artificielle, il faut évidemment comprendre nos côtés techniques, les spécialisations dans lesquelles on va, mais l'expertise technique va être clairement, à plusieurs égards, dépassée par la robotisation différente. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est cette intuition, c'est ce côté humain, c'est les valeurs. Alors ça, où est-ce qu'on les enseigne? Et comment on les enseigne? Oui. Et comment on les enseigne? Alors, tu sais, c'est là, et évidemment, la période des années charnières d'apprentissage se font beaucoup sur les bancs d'école aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu touches des points importants, développer la confiance, la curiosité, l'envie de bâtir. Tu sais, c'est la capacité de s'entreprendre. On travaille notamment sur ces aspects-là. Si toi, tu devais conseiller, direction d'école, sur quelles sont les grandes transformations, ou grandes ou petites, là, les transformations à faire à l'école pour pouvoir développer davantage toutes ces compétences humaines-là, ce serait quoi tes conseils? Moi, puis je peux parler d'expérience personnelle, j'apprends beaucoup quand je fais. Et je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation-là. L'entrepreneuriat, s'entreprendre, c'est se donner la latitude, la confiance de penser que notre idée est bonne, avoir le support, parce que dépendant des âges, on a besoin d'aide. Tu sais, aide-moi à m'aider. C'est moi qui veux le faire tout seul, mais aide-moi à le faire au lieu de le faire pour moi. Tu sais, donc ça, comment est-ce que je soutiens sans le faire pour que tu aies de la confiance nécessaire et suffisamment pour le faire, que tu bâtisses la confiance en toi pour après ça avoir encore le goût de continuer d'apprendre et de le faire encore. Et plus tu le fais, c'est là où tu deviens le plus confiant et tu refais et c'est une boule sans fin. Et ça, cette petite flamme-là se construit justement à ces âges-là, secondaire, beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Ça commence primaire, mais beaucoup. Et donc, pour le monde des affaires ou le monde de la vie, parce que
les affaires sont dans tout, là, peu importe le contexte que tu fais. Et même si tu es juste à la maison, tu as quand même un budget à gérer pour la maison. Tu as quand même des choses à acheter. Tu as quand même Alors, ça demeure que c'est d'un budget, que c'est des finances, que c'est de l'investissement aussi. Tu t'achètes une maison, une voiture, tu veux peut-être un terrain, ce que tu veux bâtir, tu veux de l'immobilier. Tout ça est quelque chose. Donc, le côté, je pense, financier, tu sais, comprendre c'est quoi un P&L, comprendre c'est quoi un bilan, un flux de trésorerie, des choses comme ça qui se comprennent tout à fait à ces âges-là, plus jeunes, que là, on va chercher seulement quand on est au cégep puis à l'université. Mais je pense que donc, des projets structurants, où est-ce que ils peuvent déjà bâtir des choses, avaient intégré toutes les prémices de base d'un projet porteur, autonome, se fait tout à fait à l'école. Alors, personnellement, dans le moment, je fais ça avec mes enfants. Je les épaule et ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont impliqués autant dans des investissements que dans la structure, bâtir des entreprises. Ils savent tous lire des P&L, comprendre un flux de trésorerie. Pourtant, ils sont jeunes, les primaires même, ils comprennent ça. Donc, c'est tout à fait possible et ça leur donne une compréhension différente par rapport à pourquoi j'apprends des maths. Pourquoi j'ai besoin de comprendre? Tu sais, il y a toute une autre... si je reviens à ta question, pour moi, comment aborder, je pense que toutes les matières sont là. Il y a peut-être la profondeur, mais c'est comment on les package, comment on les enveloppe pour que la compréhension du but final soit peut-être plus claire, puis donner confiance à travers du processus. Donner du sens aux apprentissages, c'est difficile à l'école. Hein. Puis on voit que les gamins décrochent de plus en plus. Là. Ils ont l'impression... Mais pourquoi ils décrochent? Parce que ça les appelle pas. Ils ont l'impression qu'on leur apprend des trucs qu'ils sont capables d'obtenir maintenant grâce à la technologie, alors que là, avant, c'était pas le cas. Tu parles souvent de confiance, hein? Puis moi, je suis un fervent défenseur. Pour moi, c'est la base, c'est la fondation. Pas de confiance, on fait rien. C'est la grosse base. Non, ça va, qui est très relié aussi par une question d'éducation. Ça se construit très jeune, hein? La confiance en toi, si pendant toute ta vie, tu te fais taper sur la tête parce qu'en disant t'es pas bon, t'es nul, arrête, n'essaye pas, ou les parents qui veulent pas que les gamins fassent la cuisine parce que ça fout de la farine partout, ben à un moment donné, regarde, aurais-tu des conseils par rapport à ça au niveau scolaire en particulier? Puis là, regarde, on a une école primaire, donc on essaie d'agir, puis bientôt 4 ans, là, le plus tôt possible, même si c'est très relié à la famille aussi. Puis moi, j'y crois beaucoup, là, pas de confiance, tu fais rien, là, ou presque, là. Ou comment on peut le faire dans les écoles? Parce que je pense que c'est primordial avant tout, c'est la fondation d'une personne. Vraiment, c'est tellement important. Je suis absolument alignée avec ce que tu dis. Pour avoir confiance, il faut que tu aies le droit à l'erreur. Ouais, c'est clair. Et c'est pas vrai qu'on peut marcher. La première journée que tu as mis un pas devant l'autre, tu es tombé. Puis ça t'a pris quelques mois avant que tu deviennes bon. Puis après ça, tu t'es mis à courir. C'est la même chose dans tout. Puis pourtant, c'est une vérité de la palisse, là. Mais on oublie et on s'attend. On a des attentes trop élevées de la perfection, qu'on veut que ce soit bien la première fois. Donc, si j'ai peur de faire un échec, qu'on appelle un échec, qui ne devrait pas exister, ce mot-là, ça devrait être un apprentissage. Et à ce moment-là... Un apprentissage négatif. Non, très constructif, en fait. Au final, il est constructif. Parce qu'en fait, quand je réussis, j'ai rien appris. J'ai un sentiment de fierté, mais j'ai rien appris. Parce que là, ça veut dire que je viens de maîtriser. J'ai réussi. Mais tout le temps que j'ai fait des échecs, c'est là que j'ai appris. J'ai appris que, là, quand je mets la farine avec ça, mon gâteau ne lève pas. Ou il est vraiment pas bon parce qu'il y a bien trop de sel. Ou, on les a toutes faites, ces expériences-là, chez nous. Mais ça prend, il faut que tu essayes. Puis si je te dis, non, fais pas ça, ça va pas marcher, tu l'apprendras pas autant. Tu vas juste m'écouter. Fait que tu apprends l'obéissance. Tu n'apprends pas la découverte. Fait que, par exemple, tu me demandes des exemples concrets. Chez nous, c'est les garçons souvent qui font le souper. Des fois, on mange. Des fois, on se fait des bols de céréales. C'est pour ça que t'es si mince. Je viens de comprendre. Non. On mange très bien. Puis alors, évidemment, on est très fort sur les légumes et beaucoup de choses par rapport à... J'ai cette chance-là, moi aussi, d'avoir 2 super cuisinières. Oui, mais ça vient, ils deviennent bons parce qu'ils pratiquent. Puis que c'est pas grave si ça goûte pas exactement comme ça devrait goûter au restaurant. Mais c'est le plaisir de le faire, puis ce que j'ai appris en chemin. Et là, ils savent exactement pourquoi l'œuf, tu le mets à tel degré quand tu le veux dans ta salade, puis à telle autre minute pour quand tu le veux dur. Ou, c'est
C'est ça. C'est donner la place à l'erreur et que l'erreur soit pas une erreur. De la même façon que tu ne te définis pas par tes notes académiques. Dans 3 enfants, il y en a qui ont de la facilité dans certains domaines, dans d'autres domaines, pas de facilité. Ouais. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai une moins bonne note que l'autre dans la même matière, je suis moins bon? Vraiment? Puis moins bon dans Non. quoi? Tu sais, ça ne te définit pas du tout. Ouais. Moi, j'avais vu, puis je le refais aux enfants parce que je l'adore. Tu prends un billet de 50 $ ou 100 et tu sais, puis alors quand il est tout propre, tu vois, ça, c'est la valeur du 50 $. Tu le plies, ben, est-ce que ça vaut encore? Bien sûr. Tu le chiffonnes, est-ce que ça le vaut encore? Bien sûr. Et puis là, avec nos dollars qui sont en plastique, tu le mets dans l'eau, est-ce que ça le vaut encore? Bien sûr. Donc, c'est pas, dans le fond, ce qu'on regarde, que le papier soit chiffonné ou pas, la valeur, elle est intrinsèque. C'est la même chose pour l'humain. Et c'est ces notions-là, dans le fond, par rapport à la confiance en soi, qui font que, dans le fond, je vais grandir et c'est récompensé d'essayer. Mais comment tu l'as construit, plutôt toi, que le résultat. ta confiance? Comment, toi, tu l'as construit? Moi, je l'ai construit. Bien, certainement, il y en avait chez moi, Ouais. mais pas autant que ce que je peux mettre avec les enfants. J'ai eu la chance d'être dans différents environnements qui ont été quand même très positifs. Et puis, j'ai lu beaucoup. Je pense que j'ai fait quand même un cheminement psychologique d'accompagnement sur plusieurs années. Parce que moi-même, j'avais, et j'ai encore toujours de la confiance en moi par rapport... Elle est de plus en plus là, mais j'ai toujours une insécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, cette insécurité, j'ai-tu bien fait? Je veux pas, tu sais, je veux m'assurer, je revérifie. Tu sais, ce questionnement-là, je pense qu'il est sain aussi. Ce qui n'est pas mauvais, tout à fait. C'est pas mauvais du tout, je veux pas le perdre, mais il y a un dosage à ça. Alors, il faut avoir cette confiance que il arrive à un point où je me lance. Et pour moi, 80%, c'est bon. Dans certaines choses en microbiologie, ça devait être 100% parce que j'ai pas de place à l'erreur, c'est la santé humaine. Mais dans certains projets, 80%, done is better than perfect. Go. Fait qu'il faut voir aussi dans où, et ça, c'est là où est-ce qu'il y a la confiance, parce que quand on a peur de l'échec, on veut la perfection, on retourne, crée beaucoup d'insécurité, de pression qu'on se met nous-mêmes. Donc, c'est cette conversation-là. Donc, je te dirais, par rapport à moi, c'est un cheminement de vie. Et c'est ce qui m'aide le plus, je pense, c'est d'avoir l'attitude d'apprendre tout le temps. Il y a des gens qui sont dans des know-it-all mindset. Je sais tout. Tu me poses une question, je te dis quoi faire. Je vais te dire comment l'arranger. Oh, oui, je sais. Cette mentalité-là. Puis il y a des gens qui sont dans l'attitude de j'écoute et je suis pas sûre. Je pose des questions. Et je suis curieuse d'apprendre. Et ces deux choses-là, pourtant, deux personnes avec la même âge et peut-être la même éducation académique, deux profils complètement différents et qui approchent la vie différemment, avec des résultats différents aussi. Je t'amène sur un autre point, moi, que j'aime beaucoup, l'ego. Oui. Moi, je dis toujours, ça prend beaucoup d'ego pour arriver à des postes comme tu as occupé, et à un moment donné, c'est ton pire ennemi. Comment on gère son ego par rapport à dans les types de postes que tu as occupés là? Ouais. Alors, je trouve intéressant ce que tu dis. Pour moi, l'ego, en fait, est une ancienne façon de gérer. Et elle a de moins en moins sa place, le grand ego, dans les organisations. J'aime ta réponse. Mais tu comprends que ça en prend au départ. Tu as un excès de confiance pour se lancer dans des projets de fou, là. Quelqu'un qui décide de traverser l'Atlantique à la rame, là, ça prend un excès de confiance. ça te prend quelque chose. Un brin de folie, peut-être, je sais pas je la si connais, c'est ça, elle est formidable. C'est de la confiance ou... Bref, vas-y, Isabelle, continue. Vas-y, je te laisse. Non, c'est bon. Et c'est un sujet qui est hyper important et qui est très connexe à la confiance en soi. Oui, c'est pour ça que... Parce que départ, souvent, par manque de confiance, on tombe dans l'ego. Donc, si on est confiant, on n'a pas tant besoin de notre ego parce que c'est correct de ne pas le savoir. Donc, même si je suis à la tête de l'organisation, je peux très bien pas savoir. C'est correct. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment poser les questions. Est-ce que je pose les bonnes questions pour faire cheminer ma réflexion? Est-ce que l'ego serait un excès de confiance? Non, un manque de confiance. Okay. Selon moi, l'ego est un manque de confiance parce que, en fait, ça cache cette insécurité-là. C'est important d'avoir un ego parce que c'est le respect de soi. Donc, ça en prend un et il doit être sain. Donc, c'est un respect de soi. Mais après, quand l'ego devient trop grand,
Là, c'est l'inverse, en fait. C'est l'image du manque de confiance en soi. Et par rapport à ça, il y a tout le côté de l'authenticité et de l'empathie. Alors, ça, quand tu arrives à pouvoir être authentique, ben dans l'authenticité, il y a certainement la section je sais pas, parce qu'on sait pas tout. Puis l'idée, c'est de bâtir dans des organisations des équipes fortes qui, justement, cumulent les expertises de chacun. Puis moi, je disais toujours, si je suis la personne qui en sait le plus dans la salle, j'ai vraiment bâti une mauvaise équipe. Je devrais être la personne qui en connaît le moins. Moi, mon point, c'est d'être un vecteur, d'avoir cette vision, d'avoir un peu l'idée, la direction. Mais les experts, je vais embaucher un double PhD. Et donc, c'est les experts ensemble qu'on va bien travailler. Évidemment, on arrive avec des niveaux de compétences qui nous permettent d'échanger à des hauts niveaux, mais quand même. Donc, je ne pense pas que l'ego aujourd'hui, puis qui a beaucoup commandé il y a de ça maintenant 30 ans, les organisations, la culture organisationnelle, avec une attitude top-down. Moi, je dis, vous faites. On n'est plus là du tout. Là. On n'est plus là. Moi, je vois beaucoup la pyramide inversée. En tant que leader, je suis là pour vous supporter. Et les équipes, avec évidemment une direction, une vision claire, mais sont là pour trouver des solutions, innover ensemble, parce que ce sont des têtes et que la communication de la direction est claire, alors on peut se rallier derrière la vision. Et donc, chacun est capable, dans ses équipes, d'arriver avec des solutions qui sont nécessairement collées à la mission d'entreprise. Donc, par rapport à ça, pour moi, l'ego, de moins en moins, et beaucoup plus dans une communication authentique et vraie. Et de ne pas aussi dissocier, parce que longtemps, puis ça, je pense que ça, c'est un des grands avantages de la pandémie, longtemps, ce qui se passait à la maison était une chose et la personne qui se présentait au bureau en était une autre. Mais en fait, on est une personne et on vient avec notre bagage. Évidemment, on a la responsabilité de l'énergie qu'on apporte dans une pièce. Donc, même si ça a mal été à la maison, tu es obligé de l'amener au bureau. Tu peux quand même changer d'énergie puis arriver à quelque chose de positif. Ça va être bon pour toi aussi. Mais ce décuplement-là de l'individu n'a plus lieu d'être. Alors, d'autant plus cette transparence et cette authenticité dans le leadership par rapport à qui on est, avec nos difficultés de parents, avec nos difficultés de trouver des solutions. Des fois, on a des problématiques qui nous empêchent de dormir parce qu'on se dit, merde, par où je vais le faire? Comment je vais faire arriver ça? Et elles sont réelles et on n'a pas les réponses. C'est correct de ne pas les avoir et d'avoir cette conversation-là en disant que je les ai pas. Mais dans le passé, en ancienne façon de gérer, l'ego aurait empêché de montrer cette vulnérabilité, dans le fond, de ne pas savoir. C'est clair. Alors aujourd'hui, je pense que c'est une vraie force d'être capable d'être un leader authentique. Est-ce que ce changement de culture-là explique ou a un lien avec le fait qu'on voit de plus en plus de femmes dans des postes de gestion importants ou en entrepreneuriat? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Il y a certainement un lien. Il y a aussi une génération. Il y a différents éléments aussi qui rentrent en ligne de compte. J'ai vu des gars qui étaient extraordinaires de leaders authentiques. Alors, c'est souvent la personne, et j'ai vu des femmes qui étaient très cassantes, avec beaucoup, beaucoup d'ego. Fait que, tu sais, c'est les deux. C'est sûr avant, on avait moins de femmes à haut niveau. Je vais parler de vraiment les conseils d'administration, le C-suite, les PDG. Il n'y en avait pas beaucoup. Souvent, j'étais la seule. Et donc, ça a été beaucoup ma carrière. Ça change, mais dans le monde pharma encore, c'est très, très masculin, homme, et il n'y a pas de place aux enfants. Donc, c'était très atypique dans qui... Et peut-être avec cette confiance et ce côté un peu débonnaire qui fait partie de ma personnalité, je suis arrivée avec ça et cette façon d'être était comme ça, puis c'est voici qui je suis, prends-le ou pas. Et on en voit de plus en plus. Et c'est sûr que ce côté maternel, quand tu as les enfants, surtout quand ils sont jeunes, elle veut pas, c'est la mère qui est plus présente. Donc, elle nécessairement l'apporte davantage dans son travail si elle est PDG ou à la tête d'une organisation. T'as pas le choix, là. Fait que c'est peut-être là qu'on le voit plus. Mais je suis contente de voir que c'est vraiment des deux côtés que ça s'ouvre et que pour que ça devienne de plus en plus réel, ça prend d'autant plus de gars qui embarquent là-dedans. Parce que ça se fait à deux, ces histoires-là. On vit dans une culture de la performance. Et je t'écoute parler et toi-même, là, parallèlement, tu es un modèle de réussite.
tu représentes réellement la réussite, le succès, la drive. Dans ton discours, quand tu parles, par exemple, de ton regard sur les résultats académiques de tes enfants ou ton mode de vie, on sent toutefois vraiment que tu tombes pas dans cette culture de la performance-là. On ressent un équilibre. Comment est-ce que tu résistes à cette culture-là? Parce que comme parents, c'est pas évident. On se dit tous, les résultats académiques, c'est pas si important, mais quand on voit le bulletin arriver, quand il y a un mauvais résultat, on réagit un petit peu. On est le produit de notre histoire. Comment tu fais pour atteindre cet équilibre-là, pour pas tomber dans le piège de la culture de la performance? La compréhension à un bon niveau des notions enseignées est quand même importante. Les notes reflètent ça. Donc, c'est pas tant d'avoir une bonne note que de maîtriser suffisamment les notions pour continuer d'évoluer et de se sentir en confiance. Quand on est assis dans la classe, puis qu'on comprend pas ce que le prof il dit en avant, puis que les autres amis dans la classe, ils comprennent, tu te sens pas bon. Ta confiance en toi est pas bonne. Fait que, de dire comment je vais faire pour te faire comprendre ou qu'ensemble tu découvres qu'est-ce qui fait que tu vas la comprendre, cette matière-là, sans avoir nécessairement la grande note. C'est pas ça qui est important, mais suffisamment pour que tu maîtrises et que tu sois prêt à en accumuler d'autres notions. Et ça a toujours été dans ce sens-là que j'ai travaillé avec les enfants à la maison dans leur apprentissage. Alors, c'est important d'avoir des notes dans le sens où, après ça, tu veux te rendre dans certaines universités, tu veux te rendre dans certains niveaux, puis il y a différentes façons de le faire. Mais il y a quand même un système qui est là dans lequel il faut que tu t'inscrives d'une certaine façon. Après, c'est pas si tu n'as pas la note, tu n'es pas bon. Il y a une notion que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi tu ne l'as pas compris? On va la réexpliquer, on va la retravailler. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Et le support à la maison, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, bien que mes plus grands, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont vraiment complètement autonomes, mes plus petits, et c'est là où est-ce que le tissu, on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Pour moi, c'est extrêmement vrai. Et la famille a été très proche aussi, avec des cousins, les beaux-parents, les parents, tout ça, qui fait que des fois, je suis pas la meilleure personne pour faire des devoirs. C'est bien parfait comme ça. Il y a besoin de quelqu'un d'autre parce que la relation est différente, les mots utilisés, il y a une façon de le montrer qui fait que ça approche différemment. Et il y a évidemment tout un système à l'école aussi qui peut soutenir. Et donc, c'est pas tant la note qu'il faut comprendre quand la note est pas bonne que, il y a quelque chose qui se passe. Performance. Mais c'est important de pas juste laisser passer la situation. Il faut l'adresser. Et donc, c'est comme ça, en fait, moi, que c'est beaucoup par rapport à eux, leur santé émotive, leur santé mentale, et puis qu'est-ce qu'ils ont compris pour qu'ils continuent à cheminer en confiance. Isabelle Chevalier, leader inspirante, une entrepreneure, une femme passionnée, une maman investie. Merci pour cet échange rempli d'humanité. C'est vraiment apprécié. Ça démarre bien ma journée. Je pense que ça va faire des auditeurs super contents. C'est très généreux de partager ton expérience. Puis on va te suivre. On va te suivre comme ça encore. Merci, je suis sûr que tu vas faire avant tout du bien autour de toi. Je suis persuadé. Là, je sais ce que je sens là. C'est bien beau d'entreprendre puis faire des profits, mais au final, on est des humains, on va avoir du plaisir. Puis je te connais un petit peu là. C'est le but de. On aime ça. Ouais, le but dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. On est là sur Terre, entre autres pour ça, là, puis pour partager, puis donner. Donc, on va te suivre, puis je suis certain qu'on va avoir découvrir des choses fantastiques encore. Donc, un grand merci à toi. Merci énormément, vraiment. C'est très gentil de m'avoir invité. Puis ça m'a fait grand plaisir de partager avec vous autres sur des sujets si importants et de fond. Et vous faites vraiment un travail formidable. Alors, moi, je vous encourage et je vais continuer de vous suivre et je serai toujours pas très loin pour vous supporter. C'est gentil, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous deux. Salut. Bye. Bye.